Et si aujourd'hui les chiffres nous racontaient comment brasser les milliards de l'État grâce au carrousel de la TVA? Le tout via un petit guide pratique avec la série d'Argent et de sang de Xavier Giannoli qui est passé à l'automne 2024 sur Canal+. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette série, je vais vous laisser avec une petite bande-annonce que j'ai remontée moi-même et qui va vous mettre un petit peu dans l'ambiance de la série. Désormais, les délinquants ont compris qu'il était plus facile d'agir directement sur les marchés financiers que de braquer une banque. Je m'appelle Simon Venachter. J'étais directeur du service national des douanes judiciaires. C'est le service qui était en charge de cette affaire. L'escroquerie dite des quotas carbone. L'escroquerie du siècle. Tout commence avec Alain Fitoussi. À Belleville, tout le monde l'appelait Fitous. Fitous l'élégant. Pour faire ses escroqueries, il avait besoin d'ouvrir des sociétés bidons dans le monde entier. C'était devenu sa spécialité. Celui-là, vous avez son nom? Un trailer des beaux quartiers. Il n'est pas du même monde. Comment tu dis qu'il s'appelle celui-là? Jérôme Mathias, Et blindé. la famille Friedman. Son beau-père, il voit un petit million. Il en parle vraiment du marché du CO2. Comme c'est tout nouveau, c'est très peu surveillé. Pour le réchauffement climatique, les États imposeront désormais chaque année aux entreprises polluantes une limite d'émissions de CO2 à ne pas dépasser. Mais si une entreprise devait être amenée à dépasser cette limite, elle devra alors acheter une sorte de droit à polluer, même si la formule est contestable, c'est-à-dire acheter des quotas de CO2. Pourquoi il s'intéresserait aux quotas carbone? Ils vont faire quoi avec des droits à polluer? C'est quoi l'intérêt? La TVA. J'ajoute que ces quotas carbone seront soumis à la TVA. applaudit la TVA. Mais c'est génial. Et il faut combien de temps pour qu'il nous reverse la TVA? C'est instantané. Sur chaque transaction carbone, la TVA est instantanément reversée à la société concernée. Mais attention, cette TVA, vous devez légalement le reverser au fisc français. Ah oui, bien entendu. Vous pouvez compter sur moi. Les quotas carbone, c'est la rencontre improbable entre les marchés financiers et l'État-providence. Et les escrocs, ils ont profité de nos contradictions. Parce qu'ils savaient très bien ce qu'ils voulaient, eux. Donc après avoir vu cette série avec mon co-auteur Mathias Spirglas, dont je vous mets le lien vers la chaîne et le podcast en description de la vidéo, on s'est posé une question de recherche, puisque nous sommes tous les deux enseignants-chercheurs. En quoi la série d'Argent et de sang permet-elle la formation des futurs professionnels du chiffre dans le repérage des fraudes de TVA? L'objectif étant de se demander qu'est-ce qui est exploitable dans cette série, et il y a des tonnes de choses exploitables et qui permettraient de vulgariser et d'aider les futurs comptables, auditeurs, etc. à comprendre certains mécanismes de fraude. Bien sûr, le but étant de pouvoir les empêcher. Alors, quels sont les outils pédagogiques qu'on a pu constater, qu'on a pu trouver dans cette série? On a pu voir des marchés financiers avec un marché particulier qui est le marché des quotas carbone. On a pu voir une fraude très particulière et très connue qui est le carrousel de la TVA. On a aussi pu voir des notions liées aux gérants de paille et puis la lutte contre le blanchiment d'argent. C'est exactement tout ça que je vous propose de regarder ensemble à l'aide de vidéos illustrées par la série. Pour commencer, on va parler des marchés financiers et particulièrement du marché des quotas carbone, qui était la grande nouveauté dans les années 2008-2009. Et je vous laisse l'extrait de la série qui présente justement l'arrivée sur le marché de ce nouveau marché vert. Regarde, intéresse-toi un peu. J'ai plus de batterie, je vais crever là. Alors, qu'est-ce qu'un marché des quotas carbone? Vous devez vous poser la question.
Pour lutter contre le réchauffement climatique, les États imposeront désormais chaque année aux entreprises polluantes une limite d'émissions de CO2 à ne pas dépasser. Mais si une entreprise devait être amenée à dépasser cette limite, elle devra alors acheter une sorte de droit à polluer, même si la formule est contestable, c'est-à-dire acheter des quotas de CO2. Ces quotas seront échangeables sur notre marché Evergreen, où une entreprise qui n'aurait pas dépassé sa limite d'émission de CO2 pourra librement revendre ses quotas à une entreprise qui en aurait besoin. J'ajoute que ces quotas carbone seront soumis à la TVA, ce qui promet un rendement fiscal intéressant pour l'État. Entendez ce qu'il vient de dire. Nous avons fixé le taux de TVA à 19,6%. Il faut mettre de la TVA sur le droit à polluer. Voilà, comme on a fait sur les gilets et sur les téléphones. Merci, messieurs, dames. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Voilà. Donc effectivement, le marché des quotas carbone, c'était un petit peu nouveau. Par contre, un marché financier classique, ça, on connaît. C'est un lieu fictif, dématérialisé, où des entreprises vont pouvoir émettre des actions qui vont pouvoir être achetées par soit d'autres entreprises, soit des particuliers, comme vous et moi. Et donc l'idée, c'est vraiment une place de rencontre entre ceux qui veulent acheter, ceux qui veulent vendre. Et puis, si vous voulez vous revendre vos actions à d'autres acheteurs, eh bien, ça fonctionne pareil. C'est ce qu'on appelle le marché secondaire, mais ça reste un marché financier. De toute façon, en économie, on considère qu'un marché, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Voilà. La seule particularité ici, c'est qu'on échange un produit qui est totalement fictif, c'est du fameux droit à polluer. Alors pourquoi ils ont mis en place ça? Il faut bien comprendre. L'idée, c'était de vouloir réduire la pollution. C'était une idée très noble au départ, et c'était de dire aux entreprises, vous n'avez pas le droit de polluer au-dessus de ce seuil-là. Mais bien sûr, on a réussi à mettre quelque chose derrière, qui est donc les fameux droits à polluer, un système d'échange, où une entreprise qui polluerait au-delà de ce seuil, au lieu de juste être, voilà, de se dire je dois réduire mes émissions, ou de recevoir une amende, ou des choses comme ça, bah non, elle va aller chercher une entreprise qui, elle, a une pratique meilleure et qui va revendre ces fameux droits-là. Alors, ça limite quand même au global les quotas d'émissions, mais c'est vrai que du coup, ça limite pas forcément toutes les entreprises de la même façon. En tout cas, 2008 arrive ce fameux marché d'échange des droits à polluer. Et donc là, la particularité, vous l'avez vu à la fin de l'extrait, c'est qu'ils ont mis en place une TVA dessus. La TVA, ça va être le point névralgique de toute la fraude qui va se développer ici. En l'occurrence, grâce à une fraude qui est très connue et qui s'appelle le carrousel de la TVA. Je vais laisser Vincent Lindon, l'un des personnages principaux dans la série, vous expliquer ce qu'est qu'un carrousel de la TVA, et on va reparler après du mécanisme général de la TVA. C'est pas la contrefaçon leur truc. C'est la TVA, c'est ça leur business. Le carrousel de TVA. Le détournement de TVA, c'était très répandu dans ce milieu de voyous à Belleville. Très répandu. Pouvez-vous nous rappeler le mécanisme de ce genre de détournement? Oui, c'est très simple. Une société française achète, disons, des téléphones portables dans un pays de l'Union européenne, d'accord? Comme le Danemark, par exemple. Bon. La loi, c'est qu'il n'y a pas de TVA pour les transactions entre deux pays de l'Union. Tout se fait hors taxe. Donc sans TVA. Une fois que la société française a acheté ses téléphones à l'étranger, hors taxe donc, hein, elle les revend en France à une autre société française, mais cette fois-ci en rajoutant 20% de TVA. Ces 20%, mais elle doit normalement les déclarer et les reverser à l'administration fiscale. Mais elle ne va jamais le faire. Elle va encaisser les 20%, les détourner si vous préférez. Après, l'argent détourné, il est versé sur un compte offshore, et la société, elle disparaît avant que le fisc puisse réagir. Tout a été fait sous des faux noms. Évidemment, pas de traces. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et le banquier, ça dit quoi sur la société de la chinoise? Manille, une banque moisie qui s'appelle CBC. On a envoyé une demande d'information. Ils répondront jamais. Tu parles. Ça va prendre 6 mois.
Donc on l'a vu, le mécanisme de la TVA, c'est quoi? Quand une entreprise, elle achète ou qu'elle vend des produits, il y a de la TVA dessus. Cette TVA, elle est censée être reversée à l'État et l'entreprise joue juste un rôle d'intermédiaire. Donc l'entreprise va collecter l'argent que les clients payent lorsqu'ils font des achats chez elle. Et puis elle va le mettre un petit peu en stand-by, on va dire, dans l'idée qu'elle doit le reverser à un moment donné à l'État. Mais comme l'entreprise est aussi cliente d'autres entreprises pour se fournir, elle-même paye de la TVA que l'État est censé lui reverser. Donc au final, chaque mois, les entreprises vont calculer combien elles ont collecté de TVA pour des particuliers, et combien elles ont de TVA censée être remboursée par l'État. Et en fait, c'est juste ce solde-là qui va être utilisé. Soit c'est un solde où l'État va vraiment devoir les rembourser, ou soit c'est un solde où l'entreprise paye la TVA qu'elle doit du coup à l'État. Ici, le problème du carrousel de TVA, c'est que toutes les transactions étant plus ou moins fictives, les déclarations ne vont jamais être régularisées, la TVA va être systématiquement encaissée et l'État ne récupérera jamais cette fameuse TVA collectée sur les transactions. On verra qu'il y a encore un deuxième mécanisme qui va ajouter à la possibilité de la fraude dans ce cas précis-là, un petit peu après. Je vais juste revenir un tout petit peu sur ce qu'on voit rapidement dans cet extrait vidéo-là. C'est le côté, la nécessité d'avoir plusieurs entreprises. On parle de noms fictifs, etc. En fait, c'est pas forcément entièrement des noms fictifs. En l'occurrence, on va faire appel à des gérants de paille. Et je vais vous montrer tout de suite l'extrait qui explique qu'est-ce qu'un gérant de paille et surtout l'ampleur de la détresse de ces fameux gérants de paille qui signent sans malheureusement rien comprendre la plupart du temps. Est-ce que vous reconnaissez cet individu? Elle le connaît pas. Alors pourquoi vous avez son numéro dans votre téléphone portable? Peut-être que c'est un client qui a un restaurant. Alors c'est quoi l'activité de la société dont vous êtes officiellement gérante? La société Corano. C'est de l'import-export, je vous l'ai déjà dit. Ça veut rien dire, l'import-export. C'est vague. Import-export de quoi? Cet individu-là, on le soupçonne de recruter des gérants de paille pour des escrocs. Vous savez ce que c'est un gérant de paille? Elle sait pas. Ok. C'est quelqu'un comme vous qui donne son nom à des escrocs contre argent, hein, pour faire semblant de gérer une société. Et la plupart du temps, une société frauduleuse. Ben, vous savez quand même ce que vous importez, ce que vous exportez. Les téléphones, les vêtements, la télévision, des motos. Il vous dit quoi, Patrick Haddad? Bon, écoutez, ma cliente souhaite exercer son droit au silence. J'entends. Vous dites quoi, Patrick Haddad? Hein? Elle veut pas de problème, elle veut pas parler. Justement, si vous parlez, vous aurez pas de problème. Pour la justice, vous êtes complice de ces escrocs, d'accord? Et vous serez condamné comme eux. Solidairement. Vous comprenez le mot solidairement? Ouais, ça va, je comprends, je suis pas débile, merci. Oui. Donc vous comprenez que s'il faut rembourser 10 millions dans cette fraude, vous devrez les rembourser vous aussi, comme eux. Ça, vous le comprenez aussi. C'est grâce à des gens comme vous qu'ils ont ouvert les sociétés bidons dans le monde entier. Mais putain, j'ai rien fait! Mais je comprends rien, moi, votre truc, des millions de quoi, là? Ça va pas ou quoi? Calmez-vous. Mais j'ai rien fait, moi! Calmez-vous. Regardez-moi. Vous serez condamné comme eux. Un gérant de paille, c'est un complice comme un autre. Mais alors, comment on fait pour lutter contre les fraudes et contre le blanchiment d'argent? Il y a plusieurs mécanismes en France qui existent. Bien sûr, il y a tout ce qui est transparence bancaire qui s'est mis en place et qui se développe de plus en plus. Mais on a aussi des unités de surveillance et des unités pour déclarer des soupçons de fraude et particulièrement, notamment, Tracfin, qui est un organisme où on va pouvoir, en tant que professionnel, venir faire des signalements de suspicion de fraude ou de suspicion de blanchiment d'argent qui vont conduire derrière les procureurs à faire des recherches. Antoine, je te présente Simon Benagetin qui dirige le SNDJ, son adjoint, Antoine Freinet. Tu te rappelles, tu m'avais parlé d'une histoire, là, un dossier avec des Anglais, des panneaux solaires. Oui, une histoire de TVA avec un réseau pakistanais et tunisien. Vous avez quoi? Ils ont identifié des gérants de paille un peu partout. Français dans le lot. Un livreur de pizza pour une boîte de filtre à air bidon. Le PV d'audition est dans le dossier. Merci. Europol est sur le coup? Europol est sur le coup, les Anglais. Il y a même un signalement Tracfin, une histoire d'éolienne. Vous êtes sur les Tunisiens? Ouais, enfin de Belleville, ouais. Ce serait possible d'avoir une copie de ce dossier? Oui, bien sûr. Merci.
Des escrocs écolos. Ça nous changerait, non? Mais alors, avec autant d'organismes, avec Interpol sur le coup et compagnie, comment on a pu en arriver là? Parce que cette fraude, on parle quand même de milliards sur une période de 18 mois. Tout simplement parce que le problème principal dans cette affaire, c'est qu'il y a eu un énorme quiproquo. Chaque partie prenante, les fraudeurs, l'État français, la Caisse des dépôts, qui est la banque de l'État français, le marché financier, Overgreen, le service des douanes judiciaires qui enquête, chaque personne avait une vision et une vision unique de ce qui se passait. Et ils n'ont pas réussi à tous détecter en même temps le même risque, le même problème. Donc pour réussir à lutter contre les fraudes, il faut déjà comprendre où est le quiproquo. Et ici, c'est la polysémie d'acteurs qui a été en cause majoritairement. On a trouvé plein de sociétés bizarres. À mon avis, ça va vous plaire. Alors, on a exploité tous les sites des sociétés repérées par les Anglais. Elles ont tout un rapport avec l'écologie, elles aussi. Et quand on les appelle, on tombe directement sur des boîtes vocales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de standard ni de siège social. C'est des entreprises bidons, quoi. Mais elles vendent quoi officiellement, ces sociétés? Bah, c'est toujours les mêmes trucs, hein. Pompe à chaleur, éoliennes, des panneaux solaires. Et elles font aussi du trade de quotas carbone. Du quoi? Des droits à polluer. C'est des quotas qu'on peut vendre ou acheter sur le marché du carbone. C'est un nouveau truc. Tous les ans, l'État attribue des quotas de CO2 aux entreprises polluantes. Et si on pollue plus que prévu, on doit acheter des droits à polluer, les quotas. Et le marché où on peut acheter ou vendre les quotas, ça s'appelle Overgreen. C'est la bourse des droits à polluer, quoi. Et n'importe qui peut acheter ou vendre ces droits à polluer? Même des particuliers? Ouais. Et qui dit bourse, dit... spéculation. Et c'est Bercy qui gère ça? Non, c'est la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, t'es sûr? Ah oui. Et c'est la banque de l'État français. Regardez. Et on va tout de suite enchaîner avec un deuxième extrait qui va vous montrer à quel point les acteurs, entre eux et même à l'intérieur d'eux-mêmes, n'arrivent pas à communiquer, ce qui favorise énormément le quiproquo. Non, c'est géré par la Caisse des dépôts. Un marché des quotas carbone lié à la caisse, c'est quoi le rapport? Attends, il y a un nouveau marché financier qui dépend de Bercy, toi tu le connais pas? Bon, je me renseigne. D'accord, rappelle-moi, au revoir. Quelqu'un a entendu parler d'un marché Overgreen qui dépendrait de la caisse? Les quotas de CO2? Non. Non? Personne? Non? Bon. Le tout étant maintenant de réussir à faire chuter le quiproquo. Et dans un premier temps, ça va être de réussir à rendre saillants les signaux faibles. Je me suis fait expliquer ton truc là, Overgreen. Apparemment, il faut juste être inscrit sur un registre à la Caisse des dépôts. N'importe qui peut rentrer sur le marché? Ouais. Et ça brasse combien? Ça brasse beaucoup d'argent? Un chiffre, par exemple. Bah, il faudrait bien que ça décolle. Plus il y aura d'investisseurs, plus il y aura de recettes fiscales. Parce qu'ils ont mis la TVA sur les quotas. Du coup, l'État touche sur chaque transaction. Ils ont mis de la TVA sur les quotas carbone? TVA à 19,6. Sur un produit financier, j'ai jamais vu ça. Merci. Écoute-moi bien. Ils ont mis de la TVA sur les quotas carbone. T'as compris ce qu'ils vont faire? Oui, de la TVA. Ce qu'ils ont fait avec les jeans, avec les téléphones, ils vont faire pareil avec les quotas carbone. Tout ça, c'est pour détourner de la TVA, Thomas. À tout de suite. Et c'est dans cet extrait qu'on voit exactement à quel moment les douanes judiciaires ont enfin compris et vu ce que les fraudeurs, eux, avaient déjà vu dès l'annonce du nouveau marché Overgreen dans la conférence, dans le premier extrait que je vous ai passé. Le problème ici, c'était bien le détournement de la TVA qui n'avait absolument pas été anticipé ni par l'État, ni pour la Caisse des dépôts, ni par aucun autre organisme de ce type. Maintenant que la fraude avait été détectée, que le quiproquo avait été compris, il restait 2 étapes. Formuler l'alerte sur la fraude pour réussir à arriver sur la 3e étape, fermer
le marché pour stopper cette fraude. Sauf que, vous allez le voir dans l'extrait suivant, l'alerte va être donnée, mais la question de la fermeture du marché va quand même poser de gros soucis. Je vous laisse. Bonjour. 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 Madame la ministre. Je crois savoir que vous êtes polytechnicienne, madame la ministre. En effet. Voilà. Mon service a mis au point une équation capable de calculer l'impact de la fraude à la TVA sur les quotas carbone. Alors le principe est simple, c'est le principe du carrousel. On réinvestit sans arrêt la TVA détournée plusieurs fois par jour, voire même plusieurs fois par heure. Et ça donne l'effet d'une boule de neige qui roule, qui grossit, et n'en finit pas de grossir. Ça me rappelle de vieux souvenirs de voir ce genre d'équation. Oui, mais là, ça risque d'être un de vos plus mauvais souvenirs, madame la ministre. Si vous me permettez, je vous montre quelque chose. Regardez. 7 millions investis représentent 2 milliards de fraude en moins de 3 mois. Et tout ça grâce à la TVA remboursée par la Caisse des dépôts. C'est-à-dire l'État français, en fait. C'est des drôles de malins qui ont mis ça au point. Oui, mais les gens qui ont mis ça au point, si je puis me permettre, ils n'ont pas fait Polytechnique comme vous. Et ils savent à peine lire et écrire. Et j'imagine déjà la réaction de la presse quand ils vont apprendre que les plus beaux esprits de la technocratie française se sont fait plumer par ces petits malins, comme vous dites. Et que le préjudice pour les comptes publics se compte en milliards. Que proposez-vous, monsieur Elnachter? Ce que je propose, c'est de fermer le marché. Là, maintenant, immédiatement. Fermer Evergreen. C'est la seule solution pour tout arrêter. Non, c'est pas possible. Non. Non, on peut pas fermer le marché, c'est pas possible. Pas pour une fraude. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Ou du moins suspendre les versements de TVA instantanés sur ces transactions. Oui, mais des fraudes, il y en a sur tous les marchés financiers. Et on va dire quoi aux sociétés honnêtes qui interviennent sur Evergreen? Eh bien, on pourrait les dédommager. Alors après ça, c'est une décision politique. Moi, ma mission, c'est d'enquêter et de les arrêter. Fermer le marché, ça serait juste avouer au monde entier qu'on sait faire. On peut pas faire ça. Et on ne peut pas fermer le marché en claquant des doigts. Nous avons besoin de l'approbation de la Caisse des dépôts, du Parlement et sans doute aussi de Bruxelles. C'est comme si on était en train d'assister en direct au braquage de la Banque de France et qu'on me disait qu'il fallait attendre l'autorisation de Bruxelles pour intervenir. Vous vous rendez compte, madame la ministre? Mais ces escrocs, vous ne les avez pas encore arrêtés? La police à Tel Aviv les a repérés. Seulement maintenant, la difficulté, c'est de faire le lien entre ces escrocs et leur société écran sur Evergreen. Et pour ça, moi, j'ai besoin de preuves matérielles, de documents, de tracer des flux bancaires. Regardez. Pardon. Excusez-moi. Oui, c'est impressionnant. Et oui, cette carte est impressionnante, l'ampleur de cette fraude également, et c'est tout le problème ici. Trop d'acteurs fait que 1. Ils ne se comprennent pas parce qu'ils ne communiquent pas entre eux, et que 2. Ça fait énormément de monde à mobiliser pour pouvoir prendre une décision. Je vous rassure, au bout d'un moment, ils arrivent à se mettre d'accord et il y a une fermeture du marché qui va être décidée. Et à la fermeture du marché, on va très vite se rendre compte de l'ampleur de la fraude exactement sur ce marché. Puisque la série donc, se base sur un livre enquête réalisé par Fabrice Arfi et publié en 2019. Parce que tout ça, c'est entièrement une histoire vraie. Et il précise bien dans son livre à un moment donné que lorsque le marché a été fermé, c'est entre 80 et 90% des échanges sur le marché qui s'arrêtent net. Ce qui veut donc dire que 80 à 90% du marché était frauduleux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez réussi à comprendre plusieurs principes comptables et financiers de façon plus évidente et plus facile et peut-être plus ludique. En tout cas, je le souhaite. Si vous voulez aller plus loin sur l'utilisation des séries comme décryptage de concepts, je vous laisse plusieurs ouvrages ici. Il y a Management en série, où vous avez beaucoup de séries avec
beaucoup de types de management dedans. Ça va être du management stratégique, ça peut être de la RH, de la compta aussi, ça peut être du marketing, etc. Et puis vous avez plusieurs ouvrages qui ont été se spécialiser plutôt sur une série, donc Game of Thrones, Mad Men pour le marketing, et l'excellent ouvrage de management dans la Casa del Papel, qui est donc l'ouvrage de mon co-auteur. Je vous mets en description le podcast qu'il a réalisé sur ce livre, cet ouvrage, si ça vous intéresse d'avoir un petit peu d'explication de quels sont les mécanismes de management à l'intérieur de la Casa del Papel. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.